Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est Halloween, et donc le jour idéal pour vous parler zombies. Alors oui, je vois déjà certains devant leur écran en mode « What the fuck, mais quel rapport entre les zombies et la santé ?» Bah j'aimerais qu'on se pose ensemble 5 minutes et qu'on check si jamais les zombies pourraient exister tout simplement dans la vraie vie. IRL, comme disent les geeks. Pour cela, on va s'intéresser un petit peu à ce qui fait des zombies, à travers les différents films, séries et jeux vidéo qu'on a en notre possession. Et je peux vous dire qu'on en a un paquet. Puis une fois qu'on aura un petit peu identifié le syndrome zombie, on pourra le comparer avec des virus ou d'autres substances qui existent actuellement et qui seraient susceptibles de créer suffisamment de symptômes du syndrome zombie pour créer un véritable zombie. L'humanité risque-t-elle de se transformer en horde de morts-vivants? Oui, c'est une annonce putaclic pour vous inciter à regarder la suite de la vidéo. On se retrouve après l'intro. Bon alors, dans notre imagination, un zombie, c'est quoi? En croisant les informations des films comme Je suis une légende, World War Z, Dernier train pour Busan, 30 semaines plus tard, et des séries comme Walking Dead, des jeux vidéo comme The Last of Us, Resident Evil, Left 4 Dead, on obtient un portrait assez caractéristique du zombie. Et j'ai la chance d'accueillir ici un zombie en chair et en os pour nous aider pour ce travail de recherche. Bon voilà, alors déjà on constate cette aphasie, donc cette incapacité à parler. Quelque chose me dit qu'il ne peut pas non plus comprendre ce que je lui dis. Monsieur, enlevez votre t-shirt s'il vous plaît. Bon voilà, visiblement un zombie n'est pas capable de communiquer avec autrui. On constate également une certaine agressivité qui peut laisser penser à une défaillance du lobe frontal de son cerveau. Puisqu'on parle cerveau, on constate également une défaillance du cortex temporal, puisqu'un zombie a tout l'air de naviguer à vue. Il n'a pas l'air d'aller vers un objectif précis. Il se déplace souvent de façon aléatoire et en troupeau. Quoi? Tu peux me dire où se situe l'arrêt de métro le plus proche d'ici? Non. Tu as donc une défaillance de ton cortex temporal. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, les zombies ont clairement la dalle. Tout le temps. Là, on pourrait dire qu'il y a une hypertrophie au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire qui surdéveloppe la sensation de faim et inhibe la sensation de satiété. Parlons un petit peu de la posture du zombie. On constate une hypertonie des muscles extenseurs qui donne cette position un peu bizarre, un équilibre conservé mais parfois précaire. On constate une oscillation de la marche, mais la course est malgré tout possible. Là par exemple, ça dépend des films. Dans Walking Dead, on va avoir des zombies globalement lents, alors que dans World War Z, ils sont capables de taper du 130 km/h. Ces oscillations au niveau de la marche peuvent provenir d'une défaillance au niveau du cervelet. Là, on a en face de nous un spécimen qu'on rangerait plutôt dans la catégorie lent. La preuve, il ne m'a toujours pas dévoré. De plus, on constate des difficultés dans la réalisation de mouvements complexes. Un zombie ne va faire que des mouvements simples, c'est-à-dire taper, arracher, mordre, griffer. Je viens plus ou moins de décrire ses seules capacités. Vous ne verrez jamais un zombie jouer du piano. Ou alors il faut m'appeler. Tout de suite. On a également une abolition des réflexes et de la sensation de la douleur par destruction des terminaisons nerveuses. La capacité de mémoriser, de s'adapter, d'apprendre sont bien évidemment des fonctions totalement absentes du cerveau de ce zombie, de par l'atrophie généralisée de leur cerveau. Ok, donc là on a dressé un petit peu le portrait comportemental du zombie, mais on n'a pas parlé d'un autre aspect qui rentre dans le syndrome du zombie, à savoir la chair en putréfaction. Chez les humains normaux, les nécroses pouvant entraîner la gangrène sont dues à plein de pathologies différentes, mais ont toujours pour origine une diminution de l'apport d'oxygène au tissu, ce qui entraîne une destruction des cellules. Un choc septique, par exemple, peut très rapidement entraîner une putréfaction telle qu'elle est décrite chez les zombies. Le zombie étant capable de bouger, les muscles sont conservés. Mais à terme, il y aura une destruction complète des tissus. On peut affirmer sans trop se foirer que la durée de vie d'un zombie est extrêmement limitée dans le temps. De toute façon, l'état général du zombie est déclenché par un virus, le cœur finira donc par lâcher au fur et à mesure que le virus agresse l'organisme. Sauf si le virus limite sa propre contamination pour préserver la fonction cardiovasculaire, mais là on s'avance dans des théories un petit peu farfelues. Restons-en sur les faits. Ok, on a donc une atteinte cérébrale majeure avec atrophie des différents cortex et différentes parties du cerveau, une atteinte des terminaisons nerveuses périphériques et des tissus nécrosés. Mais alors, est-ce que ce zombie est vivant? L'idée de mort revenue à la vie est à prendre bien évidemment avec des pincettes, parce que un zombie qui a un cœur qui bat, et il bat forcément sinon il ne tiendrait pas sur ses jambes, est donc forcément vivant au sens biologique du terme.
Mais il a une activité cérébrale très réduite, je vous l'accorde. Bref, un petit mot sur la contamination, et on passe à la suite. Là aussi, on a plusieurs modes de contamination possibles selon les films, séries, jeux vidéo. Le plus connu est la morsure, donc contamination via les fluides corporels. Un zombie qui crache ou qui éternue sur un humain, ça marche aussi, mais je vous rassure, ce n'est pas comme ça qu'il risque de vous approcher. Dans Je suis une légende, le virus est aéroporté, un zombie n'a pas besoin de mordre un humain pour le contaminer. Là, c'est vraiment la merde. Merci monsieur, vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. Bon allez, coupez-lui la tête, on n'en parle plus. J'en étais où? Ok, on repasse dans la vraie vie, on va voir un petit peu ce qu'on a à notre disposition en termes de virus, bactéries, champignons, protéines, qui seraient susceptibles de déclencher ce syndrome du zombie. Mais avant cela, il faut s'intéresser à autre chose, parce que ce qui va se rapprocher le plus du syndrome de zombie ne va pas être déclenché par un agent pathogène, mais par des substances illicites. Ouais, je vous parle de la drogue. La drogue Flakka, ou alpha-PVP, peut déclencher des bouffées délirantes aiguës, de l'agressivité, de la paranoïa, et des passages à l'acte. On a donc le comportement type du zombie, sans rentrer non plus dans le cannibalisme et la putréfaction des chairs. Une deuxième drogue de synthèse, appelée les bath salts, toujours autant une merde en anglais, va également provoquer des bouffées délirantes aiguës, de la violence, des passages à l'acte, et aurait entraîné du cannibalisme en 2012. C'est un petit peu flou, n'empêche que c'est des faits qui ont été relevés aux États-Unis. Est-ce que ça va surprendre quelqu'un? Je ne pense pas. Bref, le principal souci avec les drogues, c'est que ça ne colle pas du tout avec le scénario des films, parce qu'une drogue ne permet pas de contaminer un humain. Ah là, ça foire complètement le scénario, ce serait pas passé à Hollywood. Parlons maintenant des agents pathogènes. Qu'est-ce qu'on a en stock? On fonce tout de suite du côté des champignons, ce qui va être l'occasion pour moi de parler d'un jeu vidéo très connu. Pour les fans, vous l'aurez compris, je vais parler de The Last of Us, où l'agent pathogène responsable de l'épidémie serait dû à un champignon, le cordyceps. Le cordyceps existe bien dans la vraie vie. Et là, on a un truc bien dark. Le champignon va pénétrer des petits animaux, comme par exemple des fourmis, grâce à des spores, et va briser le moyen de communication entre le cerveau et les muscles, par exemple, ce qui va permettre au champignon de prendre entièrement le contrôle de ses hôtes. Waouh! Sauf que ce champignon n'a aucun effet sur les humains. Dommage, on y était presque. On a bien aussi ce prion qui cause la maladie de la vache folle, appelée aussi Creutzfeldt-Jakob. Cette maladie provoque de l'aphasie, des problèmes de la marche, des troubles de l'équilibre, de la démence et de la violence. Avec la violence, les personnes atteintes de cette maladie peuvent se blesser, créer des blessures qui peuvent s'infecter, créer de la gangrène. Ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. En extrapolant un peu, on a quelque chose qui se rapproche le plus du syndrome du zombie, puisqu'en plus ça peut se contaminer aux humains. Bon, on constate qu'on n'a pas non plus le virus qui se balade dans la nature qui peut transformer l'humanité demain en horde de zombies. En faisant un petit mixte entre les drogues, les virus, le champignon, etc., on pourrait très bien imaginer qu'on aurait un virus qui pourrait un jour donner les symptômes qui pourraient faire penser à un zombie. Puisqu'on a ces symptômes qui peuvent être déclenchés par des substances, on peut très bien penser un jour qu'on découvrira un virus qui déclenche ce syndrome du zombie. Si on faisait un petit parallèle avec le Covid, et que le Covid était un virus qui transforme les humains en zombies, et bah, l'humanité en aurait pas eu pour longtemps. Il y a plein de modèles qui ont été faits par des mathématiciens, et un virus qui transforme les personnes en zombies, qui amène les personnes à se mordre entre eux et à se contaminer entre eux, pourrait décimer l'humanité tout entière en 10 jours. Mais, comme je vous l'ai dit, les zombies n'étant pas éternels au niveau de la DLC, et bah, l'humanité finirait par reprendre le dessus. Et au bout de 30 ans. Je vous promets, je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo les études très sérieuses qui ont été menées là-dessus. Un virus avec des zombies décimerait la population en très peu de temps. Comme on voit, comme est géré le Covid, où les personnes ne deviennent pas agressives et ne se contaminent pas volontairement entre eux, et bah, si jamais il y avait en plus l'agressivité, on serait terminé. Mais comme je vous l'ai dit, ce virus n'existe pas encore. Pour vous dire, aux États-Unis, oui, parler encore des États-Unis, en 2011, il y a un plan qui a été élaboré, il y a un plan qui est prêt au Pentagone pour si jamais il se retrouve demain avec une invasion de zombies. C'est préparé, c'est dans les clous, ça n'a jamais été testé, on peut considérer qu'ils avaient un plan aussi pour le Covid, ça n'a pas marché, j'espère que celui pour les zombies est un petit peu plus élaboré. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui me permet de faire le lien entre deux choses que j'aime, c'est-à-dire la santé et les zombies, parce que je m'en cache pas, j'aime beaucoup les films qui parlent des zombies et les jeux vidéo encore plus. C'est très intéressant, j'ai lu plein du coup d'études qui ont été menées, des études très sérieuses sur les comportements décrits par les zombies, qui ont été étudiées notamment en neurosciences, et voilà, c'était une démarche que j'ai trouvée très intéressante, et j'espère que ça vous a plu également. Je vous souhaite à tous un très bon Halloween, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, tout simplement, et moi je vous dis à la prochaine, salut!